Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler un peu d'environnement et de réchauffement climatique. La question qu'on peut se poser au niveau du réchauffement climatique, c'est est-ce que le nucléaire est une solution envisageable pour aider à résoudre ce problème-là? Le plan de la conférence de ce soir, je vais commencer un peu avec quelques diapositives sur l'environnement au niveau des problèmes et des améliorations qu'on a faites avec le temps. Et ensuite, le gros de la présentation va avoir lieu sur le réchauffement climatique. Je vais mentionner un peu les sources d'émissions du gaz carbonique et les autres gaz à effet de serre, GES. Comment réduire ces émissions. Je vais parler un petit peu des différentes énergies renouvelables, le nucléaire, un petit peu aussi l'hydrogène. Et on va finir avec la séquestration du gaz carbonique, puis un petit mot sur l'ingénierie du climat. Ça marche? OK. Au niveau de l'environnement, on peut se poser la question, est-ce que le progrès technologique peut vraiment continuer comme il se fait là présentement? Ou est-ce qu'il peut continuer, point? Une des croyances populaires qu'on a de plus en plus ces temps-ci, qu'on entend vraiment partout, c'est à mesure que nous infestons le monde avec notre surpopulation humaine et que nous spolions les richesses de la Terre sans se soucier de leurs limites, et que nous encrassons nos villes avec la pollution et les déchets, nous nous hâtons vers le jour du jugement environnemental. Si la surpopulation, l'épuisement des ressources et la pollution ne nous exterminent pas, alors ce sera le changement climatique qui va le faire. C'est une des croyances qui est très populaire présentement, et même le pape est allé un peu dans ce sens-là aussi. À un moment donné, ce qu'il a dit, c'est à moins de nous repentir de nos déchets, de nos péchés, par la décroissance, la désindustrialisation et le rejet des faux dieux de la science, de la technologie et du progrès, l'humanité sera confrontée à un jugement épouvantable lors d'un jour du jugement environnemental. Alors, au niveau des problèmes environnementaux, les deux questions qui se posent, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'ils s'aggravent et est-ce qu'il y a des améliorations et des solutions à ces problèmes-là présentement. Ce que je vais présenter surtout ce soir, c'est une bonne partie de ce que je vais présenter vient d'un livre de Steven Pinker. Et Steven Pinker, c'est un éco-moderniste. Et l'éco-modernisme, ici, c'est une espèce de conjonction d'environnementalisme et de modernité. Et les éco-modernistes maintiennent que les progrès de l'humanité peuvent être résolus par le progrès. Et ça se fait justement par l'utilisation de la technologie qui est utilisée pour concentrer l'activité humaine et donner plus de place à la nature sauvage et la nature sauvage. Ça, c'est au cœur des objectifs de l'éthique environnementale et écologique. C'est donc un humanisme qui est éclairé par la science, la raison et le progrès. Et je parlais justement de Steven Pinker, son livre justement sur lequel je me suis basé beaucoup pour cette conférence-là. C'est un livre qui a été édité, qui a été publié, ça fait 2-3 ans, mais en français, c'est plus récent. Et ça s'appelle en français Le Triomphe des Lumières. Dans ce livre-là, il démontre les progrès accomplis par l'humanité dans différents niveaux, au niveau de l'espérance de vie, la santé, la subsistance, la prospérité, violence et paix, liberté, éducation, bonheur, dans presque tous les domaines de notre vie. Puis pourtant, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les progrès qu'on a eus jusqu'à date, il y a encore des gens qui croient justement aux good old days, des gens qui croient que c'était mieux avant que ce qu'on a aujourd'hui. C'est un peu ça le message du pape qui dit que si on fait de la décroissance, on va régler nos problèmes, puis c'était mieux avant. Mais je vais vous montrer quelques slides, justement, quelques diapos pour vous montrer les améliorations. Si on regarde, par exemple, dans les années 1760 à 1900, l'espérance de vie était de 29 ans dans le monde. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 70 ans. Fait que ceux qui pensent qu'on pollue notre environnement puis qu'on brime notre santé puis tout le kit, eh bien, c'est pas tout à fait le cas. On a des grosses améliorations qui se sont faites et c'est relié justement à l'amélioration au niveau de la médecine et un paquet d'autres choses. La mortalité infantile aussi, une des raisons justement pour lesquelles l'espérance de vie a augmenté beaucoup, c'est que la mortalité infantile a diminué énormément. Dans les années, si on regarde 1700-1800, la mortalité infantile pouvait être de 30 à 35 des enfants qui mouraient avant l'âge de 5 ans. Ça, on a oublié ça. Aujourd'hui, on est à une fraction de 1 mondialement, dans le monde, entre 0 et 5 ans, on prend par exemple 1960, il y avait 18 encore des enfants qui mouraient. Ça veut dire un enfant quasiment sur 5 en 1960. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est 4 Dans les pays développés, c'est vraiment une fraction de 1
Au niveau de la santé, il y a énormément d'améliorations. Je vais juste passer vite là-dessus. Mais il faut dire aussi que même si on améliore notre santé, il y a quand même des impacts environnementaux. L'extrême pauvreté a diminué énormément. On oublie qu'anciennement, les gens vivaient dans la misère. On a créé une espèce de mythe lié à l'âge d'or de la simplicité pastorale. Alors que dans ce temps-là, si on regarde les années 1700-1800, tu pouvais acheter du pain pour survivre une autre journée, tu n'étais pas pauvre. Fait que vous voyez, l'extrême pauvreté, c'était 90% des gens qui étaient dans l'extrême pauvreté en 1820, alors qu'aujourd'hui, c'est moins de 10%. Au niveau des famines, vous avez un graphique ici qui montre comment est-ce que les famines, la mortalité par famine a diminué énormément aussi. En 1870, on a eu une espèce de pic, c'était 1,4% de la population mondiale qui est morte de famine. Alors qu'aujourd'hui, c'est très rare. On en a de moins en moins. Et au 20e siècle, il y a 80% des gens qui sont morts de famine, ils étaient victimes de régimes communistes. Alors, je continue ici un petit peu avec ce que Stephen Picker relate dans son livre, c'est qu'il montre que les problèmes environnementaux auxquels nous faisons face ne sont pas mineurs. On a la pollution, le réchauffement climatique, les effets sur les écosystèmes, les extinctions d'espèces, mais ils ne sont pas insolubles. Fait que selon lui, il faut appliquer justement des bonnes solutions issues d'une bonne compréhension des problèmes, de la recherche scientifique et des progrès technologiques. Un des problèmes qui est prédominant présentement, c'est l'accroissement de la population mondiale. Le premier graphique, la ligne noire que vous voyez, c'est la croissance annuelle en pourcentage de la population. Fait qu'on a eu un pic de croissance qui a été de 2,1% de croissance annuelle en 1962. Mais depuis ce temps-là, le nombre d'enfants par famille a décru. Et on voit pour la population totale mondiale, c'est ce qui est en shade, comment je pourrais dire ça, qui est ombragé ici en bas. Et on ne voit pas très bien, mais là, on s'attend à ce que la population augmente jusqu'à 9,5 billions d'habitants, puis justement à cause de la baisse de natalité, on s'attend qu'après ça, ça se mette à décroître. Alors, quand un pays devient plus riche, que la mortalité d'habitants augmente. Le nombre d'habitants augmente, pas parce que les habitants commencent à se reproduire comme des lapins, mais parce qu'ils cessent de mourir comme des mouches. Le fait de vivre 70-80 ans fait en sorte que la population augmente beaucoup, même si le nombre d'enfants par famille diminue. Et pour diminuer le nombre d'enfants par famille, on a le rôle de l'éducation est très importante. Les femmes se marient aussi plus tard, puis elles ont moins d'enfants. Ça, on observe ça aussi même dans les pays musulmans présentement. Les pays il y a quelques années, les femmes avaient 7 enfants par famille. Maintenant, en 2000-2020, ils sont rendus dans plusieurs de ces pays-là à deux enfants par famille. L'autre problème qu'on entend souvent parler, c'est qu'on pense qu'on va manquer de ressources naturelles. Sauf que les sociétés ont la plupart du temps abandonné l'utilisation d'une ressource avant qu'elle ne soit complètement tarie. On a un exemple ici avec le chauffage au bois. Avant, tout le chauffage des maisons se faisait au bois. On a changé pour le charbon, après ça pour l'huile et le méthane. Mais il n'y a aucun de ces matériaux-là qui est arrivé à extinction, si on veut. Ce qu'on remarque aussi, c'est que lorsqu'une ressource se fait plus rare, les prix augmentent. On cherche des solutions de remplacement. On utilise des sources qui n'étaient pas rentables avant, par exemple les sables bitumineux. On recycle et on améliore les rendements. Il y a le cas de l'agriculture que je n'ai pas développé ici, mais on a augmenté énormément les rendements de l'agriculture. Au niveau des préoccupations environnementales, ce sont les sociétés les plus riches qui se préoccupent davantage de l'environnement. Et à mesure que les sociétés s'enrichissent, que les gens ne pensent plus à mettre de la nourriture sur la table ou un toit sur leur tête, ils commencent à penser un peu plus à l'environnement et à leur futur ou au futur de leurs enfants. Si on regarde par exemple aux États-Unis, même si les États-Unis, le produit national brut a augmenté énormément au fil des années. On a un graphique ici entre 1970 et 2020. Le produit national brut, c'est la ligne grise qui est complètement en haut. Fait que ça augmente à peu près tout le temps, mais il y a certaines pollutions qui ont été éliminées ou qui ont énormément diminué. Par exemple, l'oxyde d'azote, les oxydes de soufre, le monoxyde de carbone, les produits organiques volatiles et le smog, tout ça a quand même diminué dans ces dernières années. Fait que même si on utilise plus de véhicules automobiles, le produit national brut, on réussit à diminuer certains polluants. Fait que ce n'est pas un problème qui est complètement insoluble. La déforestation, dans les
dans les forêts tempérées, le rythme de déforestation est pratiquement nul présentement. Fait qu'on voit le rythme ici, c'est la ligne complètement noire. Il y a une diminution graduelle au fil des années pour arriver presque à zéro aujourd'hui. Le problème, c'est au niveau des forêts tropicales. On a vu une augmentation de la déforestation, sauf que depuis une dizaine d'années, il y aurait une diminution. Maintenant, ces chiffres-là ne sont pas nécessairement à jour. On sait qu'au Brésil, il y a de plus en plus de forêts qui sont brûlées. Fait que je n'ai pas les données plus récentes. Fait qu'il semble y avoir un accroissement de déforestation au Brésil. Au niveau des aires protégées, mondialement, ben, on a de plus en plus d'aires protégées. Si on regarde, par exemple, en 1990, on avait 8% des terres qui étaient protégées. On est rendu à 15% présentement. Fait que ça montre qu'il y a quand même plusieurs améliorations. Les espèces menacées, avec les efforts qu'il y a présentement, le rythme de disparition des espèces a diminué. Il a diminué d'à peu près les 3/4. Ça ne veut pas dire ça veut dire qu'il y a encore des espèces qui peuvent disparaître, mais ça disparaît moins vite qu'il y a quelques années. Et il y a certaines espèces qui ne sont plus en danger. On a une liste ici, les albatros, les condors, les lamantins, oryx, panda, rhinocéros, diable de Tasmanie et tigres. Il y a eu d'autres améliorations au niveau de la qualité de l'eau des rivières urbaines. Le retour, on a des poissons maintenant dans nos rivières et on peut même se baigner dans plusieurs rivières, alors qu'il y a peut-être 10, 20, 30 ans, c'était complètement impensable. Et on a une grosse émission de smog dans les villes. Fait que si je montre une photo de la colonne Nelson dans le grand smog à Londres en 1952, fait que les Londoniens ne voyaient pas grand-chose quand ils sortaient dehors. Il y a beaucoup de traités internationaux, il y a quelques traités internationaux qui ont été faits aussi. En 1963, il y a une interdiction des tests nucléaires atmosphériques. Il y a une réduction des émissions de soufre pour diminuer les pluies acides. Et il y a eu aussi une certaine réduction des émissions de CO2 avec l'accord de Paris, quoique ce n'est pas tout pareil dans les différents pays et c'est pas nécessairement respecté dans ce cas-là. Mais une des grosses améliorations, ça a été le bannissement des chlorofluorocarbones en 1987 pour tenter de protéger la couche d'ozone. En rouge, ici, vous voyez la diminution de l'utilisation des CFC. Fait que c'est presque rendu nul à partir de 2013. Et l'augmentation de la grosseur de la couche d'ozone, qui est en noir ou en bleu, dépendamment de votre écran. Présentement, la couche d'ozone, elle reste stable, si on veut. Elle a arrêté d'augmenter. Le trou de la couche d'ozone a arrêté d'augmenter. Et la raison pour laquelle ça ne baisse pas, c'est que les CFC sont encore persistants et continuent d'avoir un effet. Et enfin, une autre chose aussi que la technologie nous permet de faire, c'est une espèce de dématérialisation. C'est donc on augmente la productivité des ressources. Il y a un exemple, c'est le téléphone cellulaire. Avec un téléphone cellulaire, vous avez un téléphone, une caméra, un caméscope, une enregistreuse, une radio, un réveil matin, une calculatrice, tout ça dans le même appareil. OK, un petit appareil qui pèse, je ne sais pas, quelques centaines de grammes, alors qu'avant, vous aviez peut-être quelques kilos d'appareils pour faire la même chose. Une autre chose aussi qui prend beaucoup moins de place, c'est les données numériques. Fait qu'on a éliminé le papier pour utiliser des données numériques. Justement, sur l'environnement, OK, il y a un index qui s'appelle l'Environmental Performance Index, qui est un bulletin composé d'indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau, des forêts, des pêcheries. Ça montre que sur 180 pays suivis depuis une décennie ou plus, tous sauf 2 affichent une amélioration. Plus riche est un pays, plus propre est son environnement. Fait que les pays nordiques sont les plus propres, puis les moins propres, c'est certains pays d'Afrique, le Bangladesh et l'Afghanistan. Au niveau des pays pauvres, il y a aussi de la pollution dans les pays pauvres. 2 des formes de pollution les plus meurtrières sont l'eau potable contaminée et la fumée de cuisson à l'intérieur. Mais comme les pays pauvres se sont enrichis au cours des dernières décennies, la proportion de la population mondiale qui boit de l'eau contaminée a diminué de 62%. Et la proportion respirant la fumée de cuisson a aussi diminué de 33%. Fait que plus on améliore la richesse d'un pays, plus ils s'occupent de leur environnement. On va passer maintenant au deuxième volet, si on veut, réchauffement climatique. Je montre ici une carte des changements de température au niveau des 50 dernières années. Plus c'est rouge, plus ça s'est chauffé. Alors, le réchauffement climatique est plus important dans l'hémisphère nord. On a des émissions de
40 billions de tonnes de gaz carbonique par année. La concentration atmosphérique de gaz carbonique est passée de 270 ppm à 400 ppm dans les derniers, quelque chose comme 50 ans. Il y a d'autres gaz à effet de serre aussi qui ont un effet important, comme le méthane, le gaz naturel, si vous voulez, qui est produit par la fonte du pergélisol, les fuites des puits de gaz et le bétail. Le bétail, par les rots, la digestion et les pets, produit beaucoup de méthane. La vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, mais c'est un gaz à effet de serre naturel qu'on avait avant et qu'on a encore aujourd'hui. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est vraiment plus le gaz carbonique et le méthane qui font augmenter les températures actuelles. Le dernier rapport du GIEC en 2021, il montre que la température à la surface du globe a augmenté de 1,09 degrés C au cours de la décennie 2011-2020 par rapport à 1850-1900. Les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Et le taux d'élévation du niveau de la mer a presque triplé par rapport à la période de 1901-1971. Et ils vont plus loin, ils mentionnent que l'influence humaine est très probablement le principal facteur du recul mondial des glaciers depuis les années 90 et de la diminution de la banquise arctique. Il est pratiquement certain que les extrêmes de chaleur, notamment les vagues de chaleur, sont devenus plus fréquents et plus intenses depuis les années 50, tandis que les épisodes de froid sont devenus moins fréquents et moins graves. Je veux juste faire un petit clin d'œil ici aux climato-négationnistes. En 2013, les climato-négationnistes présentaient un cycle de 60 ans. Vous voyez un petit, sur ce graphique-là, en pointillé, ce cycle de 60 ans. Et selon leur cycle, ils prévoyaient une diminution des températures jusqu'à 2030. Mais on est loin de là, parce que les données récentes qu'on voit en rouge sur le côté droit du graphique montrent justement un accroissement de la température. Et une autre façon de le voir, c'est ici. Alors, il y a différentes façons de mesurer la température à la surface du globe, et toutes ces différentes façons-là arrivent à des graphiques qui se superposent pour montrer vraiment cette augmentation de 1,1 degré. Alors, si nos émissions de gaz carbonique continuent, la température devrait encore augmenter entre 0,7 et 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Certains mentionnent même 7 degrés Celsius en moyenne. Ça va avoir des effets environnementaux, des sécheresses, des vagues de chaleur, des inondations plus fréquentes, des ouragans, des orages plus violents, plus fréquents, des extinctions d'espèces, perte du corail, élévation du niveau des mers. Et les effets sur l'homme, on peut s'en douter, ça va faire des migrations massives et possiblement des guerres. Le scénario, ici justement, je montre le scénario à 7 degrés. Si on ne fait vraiment rien, la courbe du haut qui est en rouge montre les possibilités, la possibilité que ça augmente jusqu'à 7 degrés. La courbe en vert, c'est le scénario le plus optimiste. Et pour obtenir la courbe en vert, ça prend une diminution immédiate des émissions de gaz carbonique jusqu'à atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la planète vers 2060. Ça veut dire aussi qu'il faut commencer à capter le gaz carbonique de l'ordre de 10 à 15 milliards de tonnes par an en 2100, que la technologie ne permet pas présentement. Fait que le scénario en vert, c'est vraiment le meilleur scénario, mais on n'a pas nécessairement la possibilité. En tout cas, ça risque d'être très difficile à atteindre. Au niveau du réchauffement climatique, une hausse de 2 degrés, incluant la hausse actuelle de 1,1 degré, est considérée comme étant la hausse maximale à laquelle le monde veut s'adapter. Alors, nos objectifs sont de diminuer nos émissions de gaz carbonique de 50% d'ici 2050 et de 100% d'ici 2100. Et aussi, il faut trouver des moyens de capter le gaz carbonique qui se trouve déjà dans l'air, parce qu'il est déjà dans l'air, il continue son effet de serre. Par pays, ce graphique-là montre un peu les émissions de gaz carbonique. Fait qu'on voit qu'au niveau de l'Europe, complètement en bas, et des États-Unis, depuis 2005 à peu près, il y a une légère diminution des émissions de gaz carbonique. Mais il y a d'autres pays, comme la Chine, où il y a une grosse augmentation des émissions. Fait que c'est surtout les pays en développement qui augmentent les émissions présentement. Ici, on a un autre graphique qui montre comment est-ce que c'est, justement, les 30 pays les plus gros émetteurs, si on veut, de gaz carbonique. Fait qu'on voit la Chine en premier, avec 10 000 millions de tonnes de gaz carbonique en 2013. En deuxième, les États-Unis. En troisième, l'Inde. Maintenant, ça a l'air gros comme ça, mais si on regarde par habitant, qu'est-ce que ça donne?
on s'aperçoit que, oups, par habitant, c'est vraiment le Canada, les États-Unis et l'Australie, on est les plus grands pollueurs au monde au niveau du gaz carbonique. Et la Chine qui est en plus pâle ici, une espèce de orangé, je ne sais pas comment est-ce que vous le voyez sur votre écran, est un pollueur vraiment par habitant, c'est moyen ou c'est même moyen faible. Alors, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ben, ce sont les combustibles fossiles qui procurent 86 de l'énergie mondiale. Les sources des émissions, ben, l'industrie lourde, 29 les bâtiments, 18 Les bâtiments, c'est surtout le chauffage. Le transport, 15 Le changement d'affectation des terres, les brûlis et d'autres choses, c'est 15 L'énergie nécessaire pour fournir de l'énergie, ça peut être l'énergie aussi, de la chaleur qui est perdue dans le transport, c'est 13 L'élevage, on parle souvent de, si on veut diminuer nos gaz à effet de serre, on parle souvent de, on va arrêter de manger de la viande, mais si on arrête complètement de manger de la viande, c'est peut-être une partie du 5,5 qu'on va affecter. OK? Et au niveau de l'élevage, ce qu'on crée surtout, c'est du méthane et pas beaucoup de CO2. L'aviation, ben, c'est 1,5 du total des gaz à effet de serre. Fait que même si tout et chacun ici, on arrête de faire des voyages, ça ne fera pas une grosse différence à la toute fin de l'année. Alors, justement, Pinker souligne ça. Il dit, c'est pas en faisant des petits sacrifices personnels qu'on va résoudre le problème. Il faut vraiment s'attaquer à la base. Et à la base, c'est justement les combustibles fossiles. Et c'est avec les combustibles fossiles qu'on fait notre énergie. Alors, même arrêter de manger de la viande, faire moins de voyages, diminuer sa consommation personnelle, utiliser une plus petite voiture, ça ne fera pas grand-chose. Et selon Pinker, ce sont même des moyens inefficaces. Il appelle ça des distractions. Si on voulait diminuer notre consommation personnelle pour diminuer notre empreinte carbone, ben, il faudrait abandonner l'électricité, le chauffage, le ciment, la métallurgie, le papier, le transport, la nourriture à prix abordable, le textile et mettez-en. On a eu une pandémie récemment et on voit ici sur ce graphique-là que même en 2020 aux États-Unis, je n'ai pas trouvé au Canada par exemple, aux États-Unis, même en 2020, il n'y a presque pas eu de diminution de la consommation des différentes ressources naturelles, des différentes ressources pour donner justement notre énergie. Ce qu'on voit sur ce graphique-là, par exemple, qui est intéressant de voir, c'est qu'on utilise de plus en plus de gaz naturel et moins de charbon. Fait que le charbon a été remplacé par le gaz naturel. Ça fait peut-être un peu moins de pollution au niveau des fumées, un peu moins de toxicité, mais on génère encore du gaz carbonique. Au Canada, la production des combustibles fossiles, j'ai montré que dans le monde, c'était 86 qui fournissait 86 de l'énergie dans le monde. Au Canada, c'est 76 Et 35 de notre énergie est fournie par le pétrole, 35 par le gaz naturel, 9 par le nucléaire, et après ça, on a d'autres sources comme l'hydroélectricité, 11 le charbon. Le chauffage des locaux. Le chauffage des locaux au Canada, ben, 47 se fait par le gaz naturel. Fait qu'on a une source ici qui pourrait peut-être être remplacée. L'électricité, seulement 26 Le bois, on chauffe encore au bois, 19 Il y a encore de la chauffage à 6 Et si on regarde au niveau du chauffage de l'eau, les chauffe-eau, ben, au Canada, 68 des chauffe-eau sont chauffés au gaz naturel. L'électricité, seulement 27 et il y a encore un peu de bois au lieu de chauffage. Fait que ce sont des endroits où c'est qu'on pourrait probablement remplacer le gaz naturel, qui est un gaz qui émet justement du CO2 quand on le brûle, par d'autres choses. Fait en gros, ici, le message que je veux faire passer, c'est que ce qu'il faut éliminer en priorité, c'est le charbon, le bois et le gaz naturel. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah oui, ben, avant de parler de ça, je vais parler un peu du Québec. Au Québec, on a une exception par rapport au reste du Canada. On a une production hydroélectrique, on n'utilise pas de charbon. Fait que la source des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'industrie lourde et les bâtiments, 37 Ça inclut la combustion du gaz naturel. Le transport des marchandises, 25 et le transport routier des personnes par voiture et camion léger, 18 Alors, au Québec, dans ces conditions-là, l'utilisation de voitures électriques peut aider à diminuer les GES. Je dis peut aider. Alors, c'est ça que je viens de mentionner ici, je vais passer rapidement là-dessus. Fait que l'électrification des transports, ben, ça pourrait nous permettre de diminuer nos GES de 18 si on éliminait, si on électrifiait tous nos transports. Le gaz naturel, ben, ce serait 11
si on enlève le chauffage des maisons et des industries au gaz naturel pour le remplacer l'électricité. Les voitures électriques. L'auto électrique, ben, ce qui fonctionne sans essence, est quand même très polluante. La seule place où c'est qu'une auto électrique peut être avantageuse, c'est au Québec, parce que ailleurs dans le monde, l'électricité est faite par combustion du gaz naturel ou du charbon. Alors, ça produit du CO2. Vous avez une auto électrique qui a l'air verte, mais qui prend de l'électricité qui est préparée à partir du charbon. Fait que c'est pas très, très efficace, si on veut. L'autre chose, c'est que pour fabriquer un moteur à essence, ça donne une production, ça génère 5,6 tonnes de CO2, alors que pour préparer un moteur électrique, c'est 8,8 tonnes, seulement à cause des batteries. Fait qu'avec une voiture électrique, il faut atteindre 50 000 km, il faut rouler 50 000 km avant qu'elle soit plus verte qu'une voiture à essence, si on veut. Remarquez que si on réussit à faire des batteries en utilisant l'énergie verte, ça va être ce 50 000 km-là va diminuer. L'autre chose pour les voitures électriques, OK, j'ai dit que la diminution des GES au Québec pourrait atteindre 18 %. Le problème, c'est que si on voulait remplacer tout notre parc de voitures, ça prend à peu près 15 ans. Fait que si demain matin, les gens achetaient seulement des voitures électriques comme nouvelles voitures, ça fait une diminution d'à peu près 1 % de nos émissions de gaz à effet de serre au Québec par année. Fait que c'est pas une grosse diminution. L'autre chose aussi qu'il faut tenir en compte, c'est que plus il y a de voitures électriques, plus ça prend un espace de stationnement qui est grand parce qu'on met des bornes de recharge, comme je montre sur la photo ici. Et ces bornes de recharge-là empiètent sur les trottoirs et sur les espaces piétonniers, les espaces utilisés pour des vélos et les espaces de stationnement, entre autres. Alors, la voiture électrique demeure une solution inefficace si on produit de l'énergie dans des centrales au charbon ou au gaz naturel. Alors, comme j'ai mentionné, au Canada, il y a juste le Québec où l'auto électrique va être plus efficace qu'une voiture à essence. Mais il faut rouler 29 ou 50 000 km, dépendamment des articles qu'on lit, là. Et le reste, j'en ai mentionné, j'en ai parlé. Et autre point, si vous avez le choix, si vous avez une fournaise à gaz chez vous, et que vous avez le choix de prendre une voiture électrique ou changer votre fournaise, ben changez votre fournaise. C'est simple, une voiture à essence, j'ai pris la mienne qui fait 8 litres par 100 000 km et je roule 16 000 km par an, ça émet 3 tonnes de CO2 par année. Une fournaise à gaz naturel, une maison moyenne, ça émet 2,8 tonnes de gaz carbonique par année. C'est à peu près la même quantité pour chauffer une maison que pour faire rouler une voiture. Une fournaise électrique, ça coûte 3 000 $. Fait que changer une fournaise à gaz par une fournaise électrique, ça vous coûte juste 3 000 $. Prendre une voiture électrique, ça vous coûte 20 000 $ de plus qu'une voiture qui n'est pas électrique. Puis en plus, votre vieille voiture, si elle n'a pas 15 ans, elle va être encore utilisée, elle va rester là. Tandis que si vous avez une fournaise que vous changez, la vieille fournaise ou la fournaise que vous changez, elle va être scrappée. Ça fait que ça a un effet immédiat. Le point que je veux amener ici, c'est justement que les gouvernements devraient subventionner les changements d'appareils de chauffage, plutôt que de subventionner les voitures électriques. Les appareils de chauffage, comme je l'ai montré au Canada, toutes les industries, ou beaucoup d'industries et beaucoup de maisons sont encore chauffées au mazout, au gaz naturel ou même au bois. Et c'est ça qu'il faudrait couper. Une autre façon d'améliorer les choses, c'est, j'aime une solution éco-moderniste, c'est d'avoir une taxe incrémentielle sur le carbone. Une taxe incrémentielle, c'est une taxe qui augmente d'année en année, mais il faut que ça puisse faire mal à un moment donné, suffisamment pour que les gens décident de changer, d'éliminer le gaz naturel, de changer peut-être pour l'hydroélectricité, et pour changer justement leur fournaise ou pour même changer leur voiture. Une autre chose aussi, c'est qu'on veut trouver des sources d'énergie qui n'émettent pas ou peu de gaz carbonique. Alors, historiquement, le monde est allé un peu dans cette direction-là parce qu'on est passé du bois au charbon, au pétrole, puis au méthane, puis enfin à l'uranium. Et à chaque fois qu'on a changé de source d'énergie, la quantité de CO2 a diminué par BTU qui était produit, par une unité d'énergie, si vous voulez. Je vais parler un petit peu d'énergie solaire et éolienne, parce que présentement, c'est ce que les environnementalistes recommandent énormément.
Il y a un petit problème avec ça, c'est que le rendement est variable en fonction du vent et de l'ensoleillement. Pour l'éolien, le rendement est quand même assez faible. Ça demande des batteries pour stocker de l'énergie, mais on n'a pas de batterie suffisamment forte pour stocker suffisamment d'énergie pour alimenter des villes. Alors, il faut envisager d'autres moyens. Et un des moyens qui est peut-être envisagé présentement, c'est la génération d'hydrogène. On en parlait un peu tantôt. Ou l'autre chose qui se fait énormément présentement, c'est qu'en même temps qu'on construit des centrales solaires, on construit à côté une centrale à gaz. La raison, c'est que quand la centrale solaire ne peut pas marcher, on fait marcher la centrale à gaz naturel. OK? Fait que ça ne donne pas une diminution du gaz carbonique, des émissions de gaz carbonique qui est énorme dans ce cas-là, si tu es obligé de suppléer ta centrale solaire avec une centrale à gaz. L'autre façon d'utiliser une énergie complémentaire qui est intéressante, c'est l'hydroélectricité, parce que oui, quand tu fais marcher ton énergie, ta centrale solaire, tu peux fermer ta centrale hydroélectrique, ou vice-versa. Un des problèmes avec ça, par exemple, c'est que si on veut satisfaire les besoins mondiaux avec l'énergie renouvelable, ça prend énormément d'espace. Ça fait qu'il faudrait mettre des éoliennes et des panneaux solaires sur une zone de la taille des États-Unis, plus l'Alaska, plus le Mexique, plus l'Amérique centrale, plus la partie habitée du Canada. OK? Ça veut dire quasiment une grande portion de l'Amérique du Nord, des panneaux solaires partout, des éoliennes partout, plus de villes pour alimenter tout ce qu'on a besoin dans le monde présentement. C'est juste pour montrer que ça prend énormément d'espace. Fait que visuellement, ici, je vous montre une centrale solaire. De quoi ça a l'air? C'est des champs et des champs et des champs et des champs et des champs. C'est des kilomètres carrés de panneaux solaires. Et l'autre ici, ça c'est vu par Google Maps, une centrale solaire dans le désert. C'est 16 km carrés de panneaux solaires. 16, c'est 4 km par 4 km, OK? Une centrale de 550 MW. Je leur montre une autre ici. Je ne sais pas c'est où exactement, mais il y a moyen de mettre ça sur des plans d'eau. Et ça prend une surface qui est énorme. Et enfin, ici, en Floride, avec cette centrale-là, j'ai pu calculer combien de panneaux solaires ça prend par maison. OK, pour alimenter une ville. Cette centrale-là alimente justement Walt Disney en Floride. C'est supposé être c'est une centrale de 5 MW. C'est supposé être capable d'alimenter 820 maisons. Il y a 48 000 panneaux. Ça donne 59 panneaux solaires par maison. 59 panneaux solaires, ça prend une surface d'à peu près 50 mètres carrés. Ça veut dire à peu près la moitié de la toiture d'une maison. Fait que oui, c'est une énergie qu'on pourrait utiliser peut-être même en ville si on avait beaucoup plus de panneaux solaires sur les maisons. Mais encore, il faut que ce soit une région qui est ensoleillée, un peu comme la Floride. Fait qu'ici au Canada, je ne pense pas que le rendement serait énorme et ça prendrait peut-être par maison, il faudrait peut-être avoir des panneaux sur la maison et avoir la cour arrière pleine de panneaux solaires pour pouvoir alimenter l'énergie qu'on a besoin. Un des problèmes des centrales solaires, ici on a une centrale solaire qui fonctionne différemment, c'est que c'est des miroirs qui réfléchissent les rayons lumineux vers une tour centrale pour chauffer de l'eau. L'avantage de cette technologie, c'est que même quand le soleil est couché, il y a encore suffisamment d'énergie, encore suffisamment d'eau chaude pour générer encore de l'électricité. Mais quand les oiseaux survolent ces miroirs-là, les rayons solaires sont concentrés, les oiseaux brûlent carrément. Fait que ça tue énormément d'oiseaux. Oui, ça va être assez cher, je vais en parler un peu tantôt. Une des solutions ou une des suggestions qui a été faite, c'est de transformer le désert du Sahara en pôle d'énergie solaire. Chaque mètre carré du désert reçoit en moyenne entre 2000 et 3000 kWh d'énergie solaire par an, selon la NASA. Fait qu'on aurait un potentiel de plus de 22 milliards de gigawatts gigawattheures par an. Ça fait qu'une ferme solaire qui couvrirait tout le désert pourrait produire 2000 fois plus d'énergie que les plus grandes centrales électriques du monde. D'ailleurs, je pense que c'est le Maroc qui a commencé à faire des centrales solaires dans le désert et ils ont une bonne partie, je pense que c'est 25% de leur énergie maintenant qui est créée, leur énergie électrique qui est créée par les centrales solaires dans le désert. Mais il y a un problème avec ça, c'est qu'il y a certains professeurs, certains climatologues qui ont fait des calculs là-dessus, qui se sont rendus compte que si on couvre ne serait-ce qu'un cinquième du Sahara avec des panneaux solaires, ça va entraîner une augmentation des températures mondiales de 16 degrés parce que les panneaux solaires réfléchissent la lumière du soleil vers le ciel, si on veut. Ça change les courants
les courants aériens et ça pourrait augmenter la température mondiale. Fait qu'on rentre dans une espèce de cercle vicieux. On essaye de régler un problème, puis on en crée un autre. Maintenant, c'est sûr que 0,16 degrés, c'est pas beaucoup. Je serais curieux de voir c'est quoi vraiment l'erreur sur leur mesure, mais ce serait quelque chose à garder en considération. Les éoliennes, ici au Québec, ça a l'air bien beau. Quand on voit des éoliennes, on en voit deux, trois quelque part, puis ça ne nous dérange pas trop. Mais quand on voit vraiment un parc éolien ici, vous voyez un peu ce que ça a l'air, il y a plusieurs personnes qui ne veulent rien savoir d'avoir des parcs éoliens dans leur cours. Hein? Et l'autre problème avec les éoliennes, c'est que ça tue aussi beaucoup d'oiseaux, surtout des rapaces. Et il y a plusieurs oiseaux rapaces qui sont en voie d'extinction, et justement parce que les rapaces volent en hauteur, ils volent au niveau des pales, et les pales arrivent puis peuvent couper un oiseau en deux, comme on voit ici. Fait que en Allemagne, juste en Allemagne, on évalue qu'il y a 500 000 oiseaux qui meurent par année à cause des éoliennes, et ça inclut beaucoup d'oiseaux de proie et des chauves-souris. Ce ne sont pas des oiseaux, mais quand même. Ici, on a un petit graphique pour montrer les émissions de gaz carbonique en fonction des différents types de centrales qu'on peut avoir. Fait à gauche, vous avez une centrale au charbon, où vous avez en bleu ou en couleur foncée en bas, les émissions directes. Mais en plus pâle, juste au-dessus, ce sont les émissions indirectes. Il faut aussi tenir compte. OK? Fait quand on regarde au niveau du charbon, de l'huile et du gaz, quand on tient compte des émissions indirectes, c'est pas mal similaire. Ce sont vraiment les sources d'énergie qui produisent le plus de gaz carbonique. Et après ça, on a la biomasse qui est presque neutre, qui est beaucoup moins. L'énergie nucléaire qui est celle qui produit le moins de gaz carbonique. Okay? Le gaz carbonique produit justement avec l'énergie nucléaire, c'est plus au niveau de la construction des centrales et de la maintenance des centrales. L'hydroélectricité, vous voyez qu'il n'y a pas de gaz carbonique, presque pas de gaz carbonique, excepté indirectement. Et c'est à cause justement de la formation des barrages avec le béton. Après ça, vous avez le solaire et l'éolien. L'éolien, il n'y a pas beaucoup de gaz carbonique produit, mais le solaire, justement, à cause des plaques solaires qui demandent différents types de matériaux, il y a du gaz carbonique qui est produit de façon indirecte. Si on regarde ici la quantité de matériaux pour la construction des centrales, ce qui coûte le plus cher et ce qui demande le plus de matériaux, c'est l'énergie solaire. Vous avez le graphique ici. Au niveau de l'hydroélectricité, ça demande aussi beaucoup de matériaux, mais c'est du béton. OK? C'est de la roche, c'est du sable et un peu d'oxyde de calcium qui est le ciment. Au niveau des centrales solaires, aussi on a beaucoup de béton qui est utilisé, avec pas beaucoup de matériaux en dehors de ça. Et vous voyez que c'est vraiment l'énergie nucléaire. Ça ici, c'est un graphique qui donne la quantité de matériaux utilisés par térawattheure, 100 tonnes par térawattheure d'énergie produite. Et vous voyez que l'énergie nucléaire est vraiment, le type de centrale nucléaire est vraiment ce qui demande le moins de matériel. Je voulais juste mentionner un petit peu au niveau du ciment. Le ciment est responsable d'à peu près, juste la formation du ciment et son utilisation est responsable de 5% des productions de gaz carbonique mondialement. Et la raison, c'est que pour faire du ciment, on prend du carbonate de calcium qu'on chauffe à 1500 degrés à peu près. Ça donne de l'oxyde de calcium et du gaz carbonique. Fait que le chauffage et le broyage du calcaire, plus l'émission de gaz carbonique, ça fait en sorte que c'est quand même assez dispendieux et ça demande beaucoup d'énergie aussi pour produire tout le ciment qu'on a et qu'on met partout dans le monde. En bref, OK, au niveau des énergies renouvelables, elles sont souvent pas aussi vertes qu'on le souhaiterait. Ça demande beaucoup d'espace. OK, au niveau des éoliennes, ça fait des déserts. On a besoin de déserts. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait aucune plante qui pousse au travers. Et même en Californie, même la Californie, quand c'est vraiment très ensoleillé dans les déserts, une ferme solaire requiert 450 fois plus de terre, d'espace, pour produire la même quantité d'énergie qu'une centrale nucléaire. Bon, j'ai parlé des effets sur la faune, des émissions de GES indirectement. Et l'autre chose aussi pour l'énergie solaire, ça, on n'en parle à peu près jamais, c'est que les panneaux solaires, je ne sais pas comment ça va durer de temps, je n'ai pas fouillé plus que ça, là, mais à un moment donné, il faut les remplacer. Fait que vous avez des fermes solaires qui prennent énormément de matériel, puis à un moment donné, il faut tout remplacer ça. Et
la récupération, ben, je pense qu'on va avoir des problèmes tantôt avec ça. En Allemagne, l'Allemagne a investi 160 milliards de dollars depuis 5 ans pour justement faire de l'énergie verte, puis ça n'a rien changé sur les émissions de CO2. La raison, je vais le montrer tantôt, c'est, bon, je vais en parler tantôt, là. Fait qu'en Allemagne, les centrales au charbon sont toujours en action. OK? Fait que l'Allemagne, en 2018, a dû admettre qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ici, je montre une des centrales à charbon en Allemagne. Je montre un peu de quoi ça a l'air. OK, il y a beaucoup de fumée, fait que c'est pas... faudrait pas, ce serait pas très, très bon vivre à côté de ça. La cause majeure de l'échec, c'est que l'Allemagne a décidé de fermer son parc nucléaire. Fait qu'ils ont fermé les centrales nucléaires. Fait qu'en fermant les centrales nucléaires, même s'ils ont investi énormément dans l'énergie verte, ils n'ont pas réussi à diminuer les émissions totales de gaz carbonique. Puis selon Schellenberger ici, il disait que si l'Allemagne avait dépensé tout cet argent-là, le 580 milliards de dollars qui est prévu jusqu'en 2025, s'il avait dépensé ça pour faire de l'énergie nucléaire, il y aurait suffisamment d'électricité pour électrifier tous les véhicules et pour avoir de l'énergie propre et d'avoir de l'électricité propre pour tout le pays. En France, par exemple, la France a continué avec son parc nucléaire et la France a réussi à diminuer ses émissions de gaz carbonique. La Suède aussi, mais c'est en gardant leur parc de centrales nucléaires. Bon, si je montre un peu c'est quoi une centrale nucléaire, les gens souvent voient les centrales nucléaires, ils ont l'air à penser que les grosses tours qu'on voit là, ça cause la pollution, mais non. C'est juste ce qu'on voit dessus en haut, c'est juste de la vapeur d'eau. La pollution, quand on parle de pollution, c'est vraiment les centrales à charbon qui donnent énormément de poussière et de gaz carbonique. Alors, l'énergie nucléaire, c'est une source d'énergie concentrée. OK? C'est disponible en tout temps. L'empreinte carbone est de beaucoup inférieure aux autres sources d'énergie. Et c'est aussi plus sécuritaire. Et je vais vous le prouver un peu. Je vais vous montrer les chiffres ici, puis je vais vous prouver le reste après. Comparer l'énergie nucléaire, on tue davantage de personnes par térawattheure d'électricité avec le gaz naturel, 38 fois, la biomasse, 63 fois, le pétrole, 243 fois et le charbon, 387 fois. Mais l'utilisation du nucléaire a diminué au lieu de progresser. La mortalité reliée aux accidents et à la pollution de l'air. La mortalité pour les accidents, c'est les petites bandes rouges que vous voyez, par exemple, au niveau du charbon, la petite bande rouge complètement en haut. Au niveau des autres sources d'énergie, il n'y a à peu près pas de mortalité, mais vous avez beaucoup en bleu, ou la grosse barre bleue, c'est les morts justement qui sont reliées à la pollution de l'air. Le charbon fait énormément de pollution de l'air, le pétrole ensuite, la biomasse, le gaz naturel et le nucléaire, on voit à peu près rien. OK, c'est pas parce qu'il n'y a rien, c'est parce que ça cause à peu près pas de mort le nucléaire. J'ai additionné ici une slide, si je ne me trompe pas. OK. Le problème avec les centrales au charbon, c'est la gestion des déchets du charbon. OK? Dans une centrale à charbon, il y a des tonnes et des tonnes de charbon qui rentrent à tous les jours. Il y a énormément de fumées qui sont dégagées. Et il y a aussi des tonnes de charbon brûlé qui ressort en poussière, qu'il faut s'en débarrasser. Fait que dans les gaz et les poussières du charbon, okay, qui sont rejetés à la cheminée, puis dilués dans l'atmosphère, on retrouve des cendres sous forme de particules fines, on retrouve des métaux lourds, des oxydes de soufre qui conduisent aux pluies acides, on retrouve des dioxines, des produits cancérigènes, de l'ammoniac, des goudrons, qui sont cancérigènes aussi, du monoxyde de carbone et de l'oxyde d'azote. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'on est habitué d'avoir les centrales autour. Et à titre de comparaison, l'accident de Tchernobyl a tué directement ou du fait des cancers induits quelques milliers de personnes. OK? Alors que au niveau des centrales nucléaires, des centrales au charbon, l'impact sanitaire annuel d'une partie des déchets émis en fonctionnement normal par les centrales à charbon est comparable à l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire. Je vais passer ici rapidement au niveau des différents accidents nucléaires. Fait qu'on a eu en URSS en 1957 un accident à Kitchin, il y a eu 200 morts, 10 000 évacués.
À 3 Mile Island, aux États-Unis, en 1979, il y a eu quand même un assez gros accident, mais il n'y a eu aucun mort. Même si c'était grave, l'enceinte de confinement est restée intègre. Il n'y a pas eu de relâchement de produits, ou il y a eu très peu de relâchement de produits radioactifs dans l'atmosphère. Tchernobyl, en 1986, c'est un des 2 plus gros accidents qu'on a eu. C'est le plus gros. Il y a eu 250 000 évacués. Il y a eu au moins 200 morts. Certains évaluent, par exemple, à 1 million de morts, mais les évaluations sont sujettes à discussion, disons. Et Fukushima, au Japon, en 2011, il y a eu 54 000 évacués. Ça, c'était en janvier 2019, parce qu'il y avait une partie qui était déjà revenue dans les maisons. J'ai pas regardé pour les chiffres plus récents, mais il n'y a pas eu, on ne parle pas de mort, de mortalité ici. Il y a eu des énormes émissions de radioactivité dans l'environnement lors des accidents de Tchernobyl et Fukushima. Maintenant, si on compare ça au Québec, on est des fans de l'hydroélectricité. Et on pense toujours que l'hydroélectricité, c'est extrêmement sécuritaire. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans le monde au niveau de l'hydroélectricité, il y a eu aussi des accidents. Il y a eu des ruptures de barrages et des débordements importants. En France, en 1959, 423 morts à Malpassant à cause d'une rupture de barrage. En Italie, en 1963, il y a eu un glissement de terrain dans un bassin, justement, relié à un barrage électrique. Le barrage a résisté, mais à cause du glissement de terrain, l'eau est passée par-dessus le barrage. Et ça a détruit 5 villes en aval, justement, du barrage, et il y a eu 1900 morts. Au Texas, en 1911, il y a eu 78 morts. En Allemagne, en 1943, entre 1200 et 1600 morts. Le pire, ça a été en Chine en 1975, quand même, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Il y a eu 62 barrages en série qui ont été détruits, entre 26 000 et 100 000 morts. Ça montre que l'hydroélectricité ici, tant qu'il y a eu des accidents qui sont beaucoup, beaucoup plus graves que ce qu'on a eu avec le nucléaire. Au Saguenay, en 1996, ça fait quand même pas si longtemps, on a eu 2 morts, plusieurs maisons détruites. Et je montre ici la petite maison, justement, dans le milieu de la rivière qui a résisté à toute l'eau qui passait autour et qui est maintenant un musée qui fait les visiter à Chicoutimi. Alors, la sécurité du nucléaire, les ingénieurs ont tiré des leçons des accidents et ils ont progressivement amélioré beaucoup la sécurité des réacteurs nucléaires en réduisant les risques d'accidents bien inférieurs à ceux des combustibles fossiles. L'avantage, c'est quand même à la radioactivité qu'on retrouve naturellement dans les cendres et les fumées émises par la combustion du charbon. Au niveau du nucléaire, la radioactivité, elle est contenue. Elle reste dans la centrale et quand ça sort dans la centrale, c'est gardé dans un baril quelque part et c'est pas distribué dans l'environnement. Alors, selon justement Steven Pinker et d'autres personnes qui défendent le nucléaire, ils disent qu'avec l'appui des gouvernements, on pourrait mettre en place des séries de centrales nucléaires, des réacteurs de 4e génération, bâtis sur le même modèle, peu dispendieux et sécuritaire. Ces réacteurs de 4e génération-là sont des réacteurs au thorium. Fait qu'ici, je compare un peu les réacteurs au thorium à ceux à l'uranium qu'on a utilisés présentement. Les réacteurs à l'uranium, c'est des grosses centrales très dispendieuses. Et le problème, c'est que ce sont des réactions incomplètes. On prend de l'uranium et il y a seulement 5 de l'uranium qui est consommé. Et le 95 qui reste, oups, il faut l'enlever, il faut le remplacer. Et pour utiliser cet uranium-là, il faut enrichir l'uranium préalablement. Tandis que les centrales au thorium, on peut avoir des petites centrales qui peuvent être construites en série. Le combustible est facile à purifier. C'est une réaction qui est complète, OK? Ça fait en sorte que le rendement énergétique va être 300 fois celui de l'uranium. Les autres avantages, c'est qu'avec les centrales au thorium, il n'y a pas de formation de plutonium. Les centrales à l'uranium qu'on a présentement ont été développées pour obtenir le plutonium pour faire des bombes nucléaires. Et l'autre problème, c'est les déchets à l'uranium. Les centrales à l'uranium, ils produisent des déchets qu'il faut en garder sous terre ou garder quelque part pendant plus de 100 000 ans. Tandis que les centrales au thorium, théoriquement, 83 des déchets radioactifs seraient neutralisés en 10 ans et 17 en 300 ans. Fait qu'avec ces centrales-là, on peut même utiliser les déchets nucléaires des centrales à l'uranium qu'on pourrait mettre dans les centrales à thorium pour les recycler et diminuer énormément la radioactivité des déchets et leur temps de demi-vie. Le gouvernement chinois a décidé d'investir justement dans cette centrale, dans ce type de centrale-là. Les déchets nucléaires, dans les centrales à l'uranium, la quantité de déchets d'uranium qu'on a besoin pour
pour produire suffisamment d'énergie pour une personne comme vous et moi ou un Américain qui prend énormément d'énergie dans sa vie, c'est la grosseur d'une canette de coke d'uranium. Et quand tu sors les déchets à la fin des réactions, ben c'est la même canette. Fait qu'il n'y a pas rien qui est jeté dans l'environnement, il n'y a pas rien qui est ajouté, il n'y a pas rien d'autre, c'est la seule chose. Au niveau de la sécurité, les centrales à l'uranium, ben ça fonctionne sous haute pression. Quand il y a une augmentation de la température, ben ça peut exploser. Ça augmente la réaction nucléaire. Tandis qu'avec une centrale au thorium, c'est à pression atmosphérique. S'il y a une augmentation de température, ça inhibe la réaction. Ça arrête la réaction. Et c'est beaucoup plus facile à mettre en marche et en arrêt. De sorte que si on a une centrale solaire qui fonctionne quelque part, qu'on a besoin de partir la centrale au thorium, on pourrait le faire exactement comme on part des turbines pour une centrale hydroélectrique, puis on pourrait l'arrêter après. Okay? C'est une réaction qui demande un apport de neutrons qui est constant. Et si on arrête l'apport de neutrons, ça arrête. Fait que les catastrophes qu'on a eues à Tchernobyl puis à Fukushima, on ne les aurait pas eues avec des centrales au thorium. Maintenant, c'est une technologie qui demande encore du travail. OK? C'est pas encore mis au point complètement. Puis l'autre problème, c'est que les États-Unis et la France ont pratiquement abandonné leur recherche dans ce domaine-là. Une des raisons pour lesquelles la France a abandonné, c'est qu'eux autres utilisent des centrales à l'uranium. Et comme l'uranium est disponible pour encore 80-100 ans, ben, ils ont décidé d'arrêter de recherche, puis ils ont décidé qu'ils ont besoin d'autres centrales, ils vont faire des centrales à l'uranium. Alors que la Chine, eux autres, ils ont décidé d'investir là-dedans, et non seulement d'investir, mais une nouvelle très, très récente. À partir de ce mois-ci, il y a un premier réacteur à sel fondu et au thorium qui est testé, qui est mis en fonction présentement. C'est une puissance modeste de 2 MW, qui est supposé produire suffisamment d'énergie pour alimenter 1000 habitations. Si ça fonctionne, la Chine prévoit bâtir un autre réacteur de 373 MW en 2030. Et ça va rouler si vraiment ça fonctionne comme il faut. Depuis 50, au moins 50 ans, on parle de fusion nucléaire. La fusion nucléaire, on prend des atomes d'hydrogène, on les combine ensemble, faire de l'hélium, exactement comme ce qui se passe dans le Soleil. Et ça, ce serait une source d'énergie qui serait abondante si on réussissait à le faire marcher et qui serait disponible presque en tout temps, sans problème. Le seul problème, c'est que d'année en année, les problèmes s'accumulent et on ne réussit pas à avancer, puis on ne réussit pas à avoir suffisamment d'énergie produite pour garder la réaction en fonction et pour avoir plus d'énergie dégagée que d'énergie qu'on injecte dans le réacteur pour faire la réaction. Et ça ici, sûrement, c'est une nouvelle qui est parue le mois passé. On a pris 192 lasers qui sont répartis sur une surface équivalente à 3 terrains de football. Ces 192 lasers-là ont tous envoyé leur énergie sur une cible de la taille d'un diamètre d'un cheveu humain. OK? Vous avez 3-4 terrains de football avec des lasers, vous envoyez ça sur un de mes cheveux. Ça a généré plus que 10 quadrillions de watts par la fusion pendant 100 trillionièmes de seconde. C'est là qu'on est rendu. OK? C'est des miettes, si on veut, parce que c'est même pas la quantité d'énergie que fournit une batterie électrique. Et l'autre problème, c'est que les chercheurs américains ont presque atteint le seuil d'émission. Ils ne l'ont pas atteint encore. Fait que c'est pas au point, puis ça va prendre encore peut-être un autre 30 ans. C'est le problème avec l'énergie, la fusion nucléaire. On dit toujours, on va l'avoir dans 30 ans. 30 ans plus tard, on va l'avoir dans 30 ans. Dans 30 ans, ça va peut-être être encore pareil, on ne le sait pas. Je voulais mentionner aussi l'hydrogène, parce que l'hydrogène pourrait être une bonne source d'énergie plus tard. C'est une énergie qui serait complètement verte, parce que l'hydrogène, quand tu la brûles, tu fais de l'eau et tu fais de l'énergie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène? Bon, ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Ça peut être produit par électrolyse de l'eau, mais c'est encore assez énergivore. Mais ça peut aussi être utilisé comme batterie. Fait que si vous avez une centrale, par exemple, une centrale solaire qui fonctionne à plein rendement, mais que vous avez trop d'énergie qui est produite par la centrale solaire, vous pouvez peut-être mettre un électrolyseur à côté, faire de l'hydrogène, et quand la centrale solaire ne fonctionne pas, vous brûlez votre hydrogène pour régénérer de l'énergie. Ici, je montre les différentes façons de faire de l'hydrogène.
Fait qu'à gauche, l'hydrogène peut être fait justement à partir de combustibles fossiles par reformage. Le problème, c'est qu'on émet du gaz carbonique puis on l'envoie dans l'air. Ça peut être aussi fait à partir du gaz naturel. Et ici, ça pourrait être une source d'énergie, une source d'hydrogène potentielle intéressante si on capte le gaz carbonique et qu'on l'enfouit sous terre. Si on laisse aller dans l'air, ben, ce n'est pas intéressant. La dernière possibilité, c'est l'électrolyse de l'eau. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore une façon extrêmement efficace de faire ça parce qu'on génère beaucoup de chaleur et ça demande beaucoup d'électricité. Fait que le rendement n'est pas très, très bon, mais c'est une solution d'avenir si on veut. Dans certains pays, on a déjà commencé à faire de l'hydrogène. Dans certains cas, on le mélange avec le gaz naturel. Fait qu'on peut le mélanger avec jusqu'à 20% dans le gaz naturel et ça diminue un peu la quantité de gaz à effet de serre qui sont produits à l'autre bout, de peut-être 20%. Il y a une société qui s'appelle H2V Énergie. Eux autres, ils veulent mettre en place un système qui va être assez intéressant. Fait qu'ils pourraient produire du gaz naturel à partir des déchets, par fermentation et tout. Et ce qu'ils veulent faire ensuite, c'est transformer ce gaz naturel-là en hydrogène avec un procédé au plasma. Selon eux, ça consommerait beaucoup moins d'électricité que l'électrolyse. Et ce qui serait intéressant, c'est que vraiment, s'ils prennent le gaz carbonique et ils l'enfouissent, ben, ça pourrait être intéressant. En Europe, en Chine puis en Amérique latine, présentement, il y a une vingtaine de giga-usines qui ont des capacités quand même assez énormes, qui vont être annoncées dans le monde justement pour faire de l'hydrogène. Puis même en Espagne et en Allemagne, en France, on veut installer aussi des électrolyseurs qui seront alimentés par des centrales solaires. Le projet, justement, en France, en Espagne et en Allemagne, c'est l'équivalent de 2 fois la puissance de toutes les centrales d'Hydro-Québec réunies. Fait que c'est pas des petits projets. Fait que c'est beaucoup d'hydrogène qui va être généré pour peut-être alimenter des véhicules. Le problème, c'est que, bon, j'ai dit que l'électrolyse est très énergivore. Si on voulait, par exemple, prendre 10% des camions lourds au Québec et les alimenter à l'hydrogène, ça prendrait 5000 gigawattheures d'électricité pour les alimenter, pour faire tout cet hydrogène-là. Ça veut dire toute la production du complexe hydroélectrique de la Romaine, OK, serait tout utilisé pour faire de l'électrolyse de l'eau, pour après ça prendre des camions, 10% des camions du Québec pour les faire rouler à l'hydrogène. Fait que c'est pas très, très rentable pour l'instant. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est la séquestration du gaz carbonique. Fait que oui, j'en ai parlé. Fait qu'on peut avoir quelque chose, par exemple, un power plant, une centrale qui produit du gaz carbonique et de l'hydrogène ou d'autres choses. Et le CO2 peut être capturé et storé en l'enfouissant dans la croûte terrestre. Ce qui arrive, c'est que le gaz carbonique qui est présent dans l'atmosphère va construire son effet de serre, fait qu'il faudrait penser justement à l'enlever, à diminuer sa concentration dans l'atmosphère. Une façon de le faire, c'est d'utiliser les plantes. Sauf que si on met des forêts partout, ben on captera même pas tout le CO2 qu'on a émis dans les derniers 100 ans. Même en mettant des forêts partout sur la Terre, ce ne sera pas suffisant. Fait que ce qu'il faut faire, c'est favoriser la croissance des plantes, utiliser le bois pour la construction, ou ben prendre ce bois-là, le chauffer, générer du charbon puis l'enfouir, ou ben non, le brûler, faire de l'énergie, capter le gaz carbonique et enfouir le gaz carbonique dans le croûte terrestre. Séquestrer le gaz carbonique atmosphérique, par exemple, qu'il y a dans l'air ici, ça c'est très difficile. OK, il y a quelques compagnies qui essayent de faire ça, mais c'est très, très, très énergivore. Ici, je montre un exemple de l'injection du gaz carbonique qu'on fait présentement pour extraire le pétrole. Fait que, dans certains cas, il y a des derricks ici de pétrole, mais on injecte du gaz carbonique à un endroit pour pousser la nappe de pétrole vers le derrick pour pouvoir l'extraire. Fait que c'est quelque chose qui se fait déjà. Et la Norvège aussi séquestre du gaz carbonique dans d'anciens gisements de gaz naturel présentement sous la mer du Nord depuis 1996. Puis la Norvège s'apprête d'ici à 2024 à ouvrir de nouveaux réservoirs pour y enfouir encore plus de gaz carbonique. Il y a d'autres usines, comme en Suisse, par exemple, qui veulent retraiter les déchets, qui font du retraitement des déchets, qui les brûlent, si on veut, et qui voudraient avoir des pipelines pour les envoyer en Norvège pour que la Norvège injecte le gaz carbonique sous terre.
Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on va réussir à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? Fait que, si je montre un peu ce que Pinker pense là-dedans, il pense là-dessus, et selon lui, les obstacles sont immenses. Ça inclut la soif croissante d'énergie du monde, la commodité des combustibles fossiles avec leur vaste infrastructure, le déni du problème par les sociétés énergétiques et de la droite politique, l'hostilité aux solutions technologiques de certains groupes écologistes et de la gauche. Fait que ça a l'air bien beau, mais on a les écologistes qui sont contre plusieurs de ces solutions-là. Ça prend aussi des interventions politiques mondiales comme l'accord de Paris, la taxation du carbone. Ça doit se faire même en présence de populistes comme Maxime Bernier et Donald Trump qu'on a eu jusqu'à il y a quand même quelques années et qui pourraient peut-être même revenir au pouvoir. Ils prétendaient que le réchauffement climatique est un canular issu de la Chine. Maintenant, si les transformations sont trop lentes, parce qu'on s'en va vraiment dans ce cas-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Dans ce cas-là, on parle de l'ingénierie du climat. Fait que si la température continue d'augmenter, ben une façon de diminuer la température mondiale, c'est de diminuer la quantité de rayonnement solaire qui atteint la basse atmosphère et la surface de la Terre. Fait que ça pourrait se faire par la vaporisation d'une fine couche de sulfate de calcite ou de nanoparticules en haute atmosphère. Des particules qui réfléchiraient à la lumière du soleil. OK? C'est une solution qui doit être modérée, temporaire et vraiment envisagée avec prudence. Dernier recours, ben, la prière. OK? On pourrait peut-être encourager les croyants à demander une intervention divine, un act of God. Vous allez rire, mais je vous donne un exemple ici de act of God qui fonctionnerait bien. Ça s'appelle une éruption solaire, une éruption volcanique. Dans les éruptions volcaniques, vous avez une énorme émission de fumée et on a vu qu'avec les grosses éruptions volcaniques par le passé, ça a amené un refroidissement de la planète. En 536, au Salvador, il y a eu l'îlot Pango qui a fait une grosse éruption et on a estimé que ça avait diminué la température à la surface de la planète de 3,6 degrés. Plus récemment, en 1991, aux Philippines, on a eu le Pinatubo qui a explosé. Et ça a donné une diminution de la température de 0,5 à 0,6 degrés. Le seul problème, c'est qu'avec les éruptions volcaniques, ben, il y a un potentiel de perte de vie humaine et de famine aussi. Fait que ça peut être préférable d'empêcher les croyants de prier pour demander ce type d'intervention divine. La conclusion ici, selon Steven Pinker, ben, les problèmes peuvent être résolus. Ça signifie pas qu'ils vont se résoudre d'eux-mêmes. Ça signifie que nous pouvons les résoudre si nous maintenons les forces bienveillantes de la modernité, qui nous ont permis de résoudre des problèmes jusqu'à présent. Autrement dit, la prospérité sociale, les marchés judicieusement réglementés, la gouvernance internationale, les investissements en sciences et les technologies. Maintenant, Pinker est un optimiste, il donne vraiment les meilleures solutions possibles et tout, mais juste avant que j'arrive avec ce que je pense, j'ai oublié celle-là ici. L'autre chose, les climato-négationnistes n'arrêtent pas de dire que justement, l'augmentation de la température n'est pas reliée à l'homme et pas de nature anthropique. Maintenant, si on a raison, ça va faire quoi si on fait tout ça? Ben, on va avoir quand même éliminé la pollution liée à la combustion du charbon. On va avoir moins de pollution dans les villes. Puis on va avoir aussi développé une nouvelle source d'énergie, le thorium, qui va être plus propre, moins cher. Puis on va avoir aussi commencé à brûler nos résidus d'uranium. Puis on va probablement aussi avoir planté beaucoup d'arbres pour avoir reverdi notre environnement. Maintenant, je donne mon avis ici. Moi, je suis un peu plus pessimiste que Steven Pinker. À mon avis, est-ce qu'on va réussir? Je pense pas. Je pense pas parce que les obstacles sont immenses. OK? La taxe carbone, présentement, aussitôt qu'on met une taxe carbone, on a des manifestations comme on a eu en France avec les gilets jaunes. Aussitôt que le prix du pétrole augmente, manifestation. Les centrales nucléaires, on n'en veut pas, les gens n'en veulent pas. Il y a des craintes sociales qui sont énormes. Il y a une pression des environnementalistes qui est là-dessus. L'Allemagne ferme ses centrales. Ça va être très difficile de faire des centrales nucléaires, excepté en Chine, où c'est qu'ils en bâtissent présentement, et quelques autres pays, mais dans les pays démocratiques, ça risque d'être très difficile. Les centrales solaires, c'est bien beau pour l'instant, pour le papier, mais quand les gens vont voir la quantité de champs que ça prend, ça va se mettre à chialer. Je vous le garantis que les environnementalistes vont être encore contre les centrales solaires tantôt. Les éoliennes, c'est un problème similaire. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, j'en veux des éoliennes, mais pas dans ma cour. Je veux pas les voir. Hors de ma vue. C'est partout la même chose. Il faut toujours se battre pour bâtir une centrale quelque part. L'hydroélectricité, c'est la même chose. C'est des consultations à n'en plus finir avec les Autochtones.
ou des études interminables sur les effets environnementaux. Qu'est-ce qu'on va y arriver? Pas avec la démocratie actuelle. OK? Il n'y a aucun gouvernement qui veut s'impliquer vraiment dans des actions nécessaires qui vont être impopulaires parce qu'il va se faire clairer et ça va être très difficile. Présentement, on fait le minimum. Qu'est-ce qu'on a fait comme minimum? Une petite taxe carbone qui fait absolument rien. Je vous laisse là-dessus.